va être dit au fil de ces tables rondes. Alors justement, installez-vous professeur à cette place, voici votre micro, et nous allons accueillir ensemble les différents intervenants de cette première table ronde. Je vous demande de les applaudir bien fort. J'appelle, s'il vous plaît, Amandine Dejancourt, Maryse Burgère, Guylaine Liéquins et Françoise Ragnaud. Installez-vous. Installez-vous où vous le souhaitez. Merci beaucoup. Alors, dans la salle, n'oubliez pas qu'il y aura aussi, à toute fin de chaque table ronde, un échange avec vous. Bien sûr, la parole vous sera donnée. Nous avons 2 micros qui vont circuler pour commenter, interagir, poser toutes vos questions et profitez-en. Je me tourne immédiatement vers Amandine Dejancourt. Prenez votre micro et nous allons évoquer avec vous, plus qu'évoquer, même détailler la politique de prévention vue par l'ARS et notamment avec ce document qui va apparaître. L'occasion pour moi de vous présenter notre dessinateur, qui est dans l'ombre, mais qui va être actif toute la journée, Philippe Tastet. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Vous allez voir son travail dans quelques instants. Alors justement, peut-on voir cette frise? La voici. Je vous donne la parole, Amandine. Merci beaucoup. Bonjour à tous. D'abord, je voulais commencer par remercier Monsieur Tastet de nous avoir réalisé, on va dire, cette frise, ou en tout cas ce parcours de vie qu'on pourrait appeler ainsi. On a souhaité en fait avoir cette frise tout simplement puisque quand on a construit cette journée, on s'est dit qu'effectivement quand on parle de prévention, ça évoque la stratégie nationale de santé, le plan priorité prévention, ça évoque la stratégie portée par la politique régionale de l'ARS, mais aussi les autres politiques portées par nos partenaires institutionnels, ici présents, ceux qui sont dans la salle, je pense à la CARSAT, je pense à la MSA, je pense au conseil régional qui a aussi une politique volontariste en matière de santé. Et on s'est dit que c'était l'occasion d'illustrer la prévention, quand on parle de prévention tout au long de la vie. C'est quoi? Et c'est vrai que cette image, elle illustre clairement que quand on parle de prévention tout au long de la vie, c'est la prévention à tous les âges de la vie. C'est-à-dire de la maternité, de la conception de l'enfant, de la grossesse, jusqu'aux seniors, en passant par les jeunes adultes en devenir. C'est aussi s'adresser à l'ensemble des publics, tout le monde, femmes, hommes, personnes en situation de vulnérabilité sociale, personnes en situation de handicap. Ça veut dire qu'on veut toucher tout le monde. Et quand on disait tout à l'heure dans le discours du directeur général adjoint ou dans le discours de professeur Gignon, effectivement, la prévention, c'est l'affaire de tous. Pour autant, on voit bien que la politique de prévention, elle va avoir une démarche parfois universelle, c'est-à-dire qu'elle va toucher l'ensemble de la population. Une démarche peut-être un peu plus sélective, c'est-à-dire qu'elle va s'adresser, je pense par exemple aux campagnes de dépistage organisées des cancers du sein, cancer de col de l'utérus par exemple, donc à des tranches de vie, à des périodes de la vie, et puis parfois à des politiques, on va dire une politique de prévention, on va dire plus ciblée pour par exemple les personnes atteintes de maladies chroniques. Aujourd'hui, on doit toucher l'ensemble de ces publics. On doit aussi agir sur l'ensemble des thématiques de prévention. Alors, cette frise, elle l'illustre très bien. On parle d'alimentation, on parle d'activité physique. Et j'évoquerai par exemple la stratégie nationale de santé nous a demandé d'implanter des maisons sport santé dans l'ensemble du territoire national. On a 41 maisons sport santé en région, dont une qui va participer au forum des initiatives et que je vous invite à aller voir. On a choisi volontairement de prendre l'association des Petits Pois, qui est une association d'usagers. Donc c'était aussi l'occasion de valoriser aussi qu'une association pouvait porter une maison sport santé. Cette frise, elle illustre aussi à la fois la question de la vaccination pour se protéger individuellement, protéger son entourage, la question du bucco-dentaire quand on est une personne âgée par exemple. Et puis elle illustre également que la prévention, elle agit dans tous les milieux de vie, à domicile, chez soi, ça va être à l'école. On aura une illustration par le docteur Burger de ce que fait l'éducation nationale. Ça va être également via les caisses primaires d'assurance maladie quand ils font les bilans de santé, par exemple. Dans les EHPAD, grâce aussi au soutien des conseils départementaux. Donc on voit bien qu'on intervient partout, sur tous les publics, sur toutes les thématiques. Mais du coup, on a un enjeu, j'ai envie de dire, c'est de se coordonner en tant que partenaire institutionnel sur ce volet-là. Du coup, sur cette idée d'enjeu, moi je me dis que c'est l'occasion de cette journée de droit des usagers, puisqu'on s'adresse à vous. Et je pense qu'on a un enjeu collectif et une responsabilité collective vis-à-vis des usagers. Ça serait justement, en termes de politique de prévention,
comment à la fois soutenir et venir outiller les professionnels pour qu'ils puissent accompagner, orienter les usagers vers l'offre de prévention existante, notamment notre offre existante en région, que ce soit à l'échelle d'une ville, d'un quartier, départemental ou régional. Et puis ça serait sans doute, et donc je lance non pas une bouteille à la mer, mais une proposition, et je me retourne vers Madame Trette, Monsieur Doptin, Monsieur Brozowski et l'association France Asso Santé. Est-ce que ce n'est pas le moment de co-construire ensemble avec les usagers une réponse adaptée, pertinente, utile, qui puisse répondre aux besoins réels de nos usagers et de nos citoyens? Merci Amandine de Jancourt pour ce propos. Et l'appel est lancé, je pense. On va en parler toute la journée. Merci infiniment. Je me tourne vers Dr Maryse Burgère, cette fois pour avoir la vision à l'éducation nationale de cette école promotrice de santé. Qu'en est-il à l'école, Madame Dr Burgère? Bien, donc au niveau donc, de l'école, la politique de prévention tout au long de la scolarité de l'enfant, c'est également l'affaire de tous à l'école. Et en fait, on va plus parler de promotion de la santé pour l'enfant de façon à rendre dynamique en fait, cette promotion de la santé et pour permettre à l'élève en fait, d'améliorer sa propre santé en lui donnant les moyens d'agir et de lui donner un plus grand pouvoir sur sa santé et sur l'environnement. Donc elle ne se limite pas simplement à des comportements individuels, mais elle consiste également à prendre en compte l'ensemble des éléments qui influencent la santé de l'enfant. Et le premier socle par rapport à cette promotion de la santé, c'est effectivement de renforcer la participation de tous. Et quand je parle de la participation de tous, c'est la participation des familles, la participation des élèves, mais également l'ensemble de la communauté éducative qui intervient autour de cette promotion de la santé. La promotion de la santé à l'école n'est pas l'affaire simplement des spécialistes. Et cet après-midi, au niveau de la table ronde, vous verrez une action justement d'élèves qui se sont saisis de l'action de prévention au niveau donc, de leur établissement scolaire. Un deuxième niveau, au niveau de cette promotion de la santé, c'est également de développer les aptitudes individuelles par l'éducation à la santé. On entend toujours parler des éducations A, et effectivement, au niveau donc, de l'éducation nationale, il y a donc divers projets d'éducation A qui se développent tout au long de la vie de l'enfant. On va parler des préventions donc, des conduites addictives, on va parler également de l'éducation à l'alimentation au goût, dont avait parlé tout à l'heure Madame la Présidente. C'est une action qui est importante. La promotion de l'activité physique, vous avez certainement entendu parler de la promotion des 30 minutes d'activité physique au niveau de l'école primaire depuis la rentrée scolaire. L'éducation à la sexualité, cette éducation à la sexualité qui se développe du CP à la terminale avec des séances obligatoire et on voit qu'on développe et on met en place des projets qui se développent en fonction de l'âge de l'enfant. Bien entendu, on n'aborde pas ces questions de la même façon au CP qu'on va les aborder au niveau de la terminale. Et ça, c'est vraiment tout le travail de l'éducation nationale avec les enseignants et l'ensemble des professionnels pour développer ces différents projets. Les questions de vaccination, d'environnement, etc. Un troisième niveau, et donc le professeur Gignon en a parlé tout à l'heure, c'est de créer des milieux favorables à la santé et à la protection au niveau donc, des écoles. On va travailler sur l'environnement physique dans les écoles, notamment au niveau des architectures, au niveau des niveaux sonores, de l'air, des locaux adaptés, et bien entendu, on en parlait, le partenariat est excessivement important dans ce cadre-là, puisqu'en fait, l'éducation nationale ne porte pas tout seul tous ces projets au niveau des établissements scolaires. Et c'est vraiment un travail avec les collectivités locales, les municipalités pour les écoles primaires, les conseils départementaux pour les collèges et le conseil régional pour les lycées, pour travailler, pour créer justement ces environnements favorables à la santé des enfants. Par exemple, il y a un projet de végétalisation des cours de récréation, par exemple, au niveau donc, des écoles primaires, notamment au niveau de la municipalité d'Amiens. Il y a également tous des projets de flexi-classes qui permettent en fait, de créer des classes où en fait, on peut modifier en fait, l'architecture de la classe en fonction de l'activité. Donc tous ces projets sont favorables pour justement créer des environnements physiques qui seront donc favorables aux apprentissages des enfants. Mais également, on va travailler sur l'environnement relationnel des élèves entre eux, et notamment sur créer
le bien-être, des questions par rapport au bien-être, par rapport aussi les questions de lutte contre le harcèlement. J'en parlais tout à l'heure avec le professeur Canarelli. Il y a donc tout un projet phare qui se développe au niveau des établissements scolaires, donc des collèges, de l'école primaire, avec un projet de développer également pour les lycées l'année scolaire prochaine. C'est vraiment un projet de lutte contre le harcèlement de façon à permettre des environnements favorables pour les élèves. Mais également, on a des services qui sont orientés vers la prévention au niveau donc des élèves et notamment des dépistages, des visites médicales organisées tout au long de la scolarité des enfants. On va parler donc du dépistage infirmier à 12 ans, donc à l'entrée au collège pour les collégiens. Mais on va également parler du bilan de 6e année qui est donc réalisé en lien avec donc, les services de PMI qui interviennent dans le cadre des bilans de 3-4 ans. Et il y a vraiment un travail de partenariat entre les services de PMI et les services de l'éducation nationale de façon à suivre au maximum les enfants dès leur plus jeune âge. Mais tout au long de la scolarité de l'enfant, il y a donc, des visites de dépistage de façon à pouvoir dépister les soucis de santé des enfants qui seraient à même de pouvoir perturber. Et puis, prendre en compte la santé dans toutes les politiques publiques, mais effectivement, dans les projets d'école, dans les projets d'établissement, dans le projet académique, il y a un versant santé, de façon à prendre en compte la santé de l'enfant dans tous ces environnements. Et il y a des comités d'éducation, santé, citoyenneté, environnement. Peut-être qu'en tant qu'usager, en tant que parent, vous pouvez participer à ces CES-CE au sein des établissements scolaires de vos enfants. C'est vraiment le moment de pouvoir partager et de pouvoir mettre en cohérence tous ces projets santé au sein des établissements, de façon à ce qu'on soit vraiment dans une continuité de la prise en charge de la santé de l'enfant tout au long de sa scolarité. Et le parcours éducatif de santé s'inscrit vraiment dans cette continuité de la prise en compte de la santé tout au long de l'enfant avec ses différents niveaux. Voilà, on sent énormément une envie de plus de cohérence, d'équilibre et même de concertation, c'est bien ça ? Pour la réussite et le bien-être de l'élève. Exactement. L'intérêt, effectivement, c'est d'être tout le monde, d'agir tout le monde vers la même direction. Hein. Et tout à l'heure, on parlait donc de la promotion de la santé, mais également aujourd'hui, on est vraiment vers la création des écoles promotrices de santé. C'est-à-dire que dans l'école, tout va être orienté vers la santé. Alors bien entendu, l'objectif premier, c'est l'apprentissage, mais on sait très bien que les apprentissages ne peuvent se passer correctement que si l'enfant se sent bien à l'école, que si l'élève se sent bien à l'école. Et c'est tout le rôle justement de ces écoles promotrices de santé, de créer ces environnements favorables. Et on sent bien que vous avez vraiment, vous êtes passé à l'acte en renforçant la participation de l'élève lui-même, qui est vraiment au centre du jeu, et il donne son avis. Et d'ailleurs, on les entendra tout à l'heure, mais pourquoi en êtes-vous arrivé là ? En fait, on en est arrivé là parce que dans le cadre de la prévention, on ne peut pas être que dans des descendants. Il faut vraiment que les élèves soient partie prenante de leur santé. Et d'ailleurs, les élèves, quand on a préparé cette action, nous ont dit, mais de toute façon, si ce sont des messages qui ne viennent pas de nous, de toute façon, on ne va pas les suivre. Voilà. Donc, autant construire avec eux. Et puis, de façon à ce qu'ils soient vraiment partie prenante et du coup, pouvoir influencer leur environnement dans lequel ils passent quand même une grosse partie de leur temps. Est-ce qu'on sent une émulation, une redynamisation des personnels soignants justement au sein des établissements, voire même des enseignants eux-mêmes ? Alors l'objectif, effectivement, hein, comme je le disais, c'est que cette prévention ne repose pas uniquement sur les professionnels de santé. Bien entendu, les professionnels de santé sont là pour orienter et pour aider à la mise en place des projets, de la méthodologie de projet, justement, hein, pour ne pas être dans des one-shots. Mais on est vraiment dans une cohérence entre ce qui va se passer dans la classe avec l'enseignant, dans le cadre de son enseignement, puisqu'en fait, hein, les enseignants ont, dans le cadre de leur programme scolaire,
Ils abordent la santé des élèves, hein, que ce soit au niveau des cours de sciences de la vie de la Terre, mais également des cours d'éducation physique et sportive, mais également au niveau de la géopolitique. On aborde toutes ces questions de santé. Et l'objectif des différents comités dont je parlais tout à l'heure, notamment du comité d'éducation, santé et citoyenneté, c'est vraiment de mettre de la cohérence entre ce qui se passe dans la classe et les différentes activités qui vont se passer en dehors de la classe, les activités et le lien avec les partenaires également qui interviennent dans les établissements scolaires. Ce qui permet enfin, dernière question, de repérer plus tôt peut-être les problèmes, quels qu'ils soient. Voilà, une des raisons également, effectivement, c'est de repérer les difficultés. Et le lien que l'on peut avoir avec les équipes enseignantes, c'est effectivement, comme ce sont eux qui sont essentiellement en contact avec les jeunes, c'est vraiment de pouvoir avoir ce lien avec eux de façon à repérer les difficultés des jeunes et de pouvoir justement les guider, les orienter vers des soins si nécessaire ou en tout cas vers des structures si besoin est. Bien sûr. Merci beaucoup, docteur. Je me tourne vers vous. On va continuer avec vous, Ghislaine Liéquens, pour Guil, pour parler de la mission accompagnement santé et des centres d'examen de santé, et notamment de la renonciation de ces droits en santé. Expliquez-nous ce phénomène et depuis quand le dispositif existe, s'il vous plaît. J'ai la lourde tâche de convaincre tout le monde que l'assurance maladie, c'est aussi un acteur sur les territoires, au plus près des besoins des territoires, et en partenariat avec d'autres acteurs, et bien entendu l'ARS. Et pour cela, humblement, on va partir un peu en arrière, raconter l'histoire de la mission accompagnement santé, parce que effectivement, c'est une activité très peu connue du public, un peu plus peut-être d'un certain réseau de partenaires avec qui nous travaillons de plus en plus justement afin d'adapter nos actions aux besoins des territoires. On va remonter autour de 2018, avant la pandémie, où un collègue directeur dans le département du Gard a été sensibilisé d'études portées par l'Université de Grenoble et l'Institut Audenord sur le non-recours aux droits et le non-recours aux soins, qui portait à un étiage d'environ 30% ce renoncement dans la population. Il a voulu savoir, ce collègue, si dans son département, qui contient des poches fortes de précarité, si il pouvait repérer dans sa population d'assurés la confirmation ou pas de ce renoncement. Il a donc lancé une petite étude, bien sûr qui a un biais puisqu'elle ne concernait que les personnes venant dans les accueils de la caisse. Mais il a accepté ce biais. Et dans les accueils, des agents formés posaient des questions aux personnes reçues, qui avaient accepté d'y répondre, sur le fait que oui ou non, ces personnes avaient renoncé à des droits et surtout à des soins, quand bien même ils sentaient qu'ils n'allaient pas bien. Et le taux de 30% a été plus que confirmé. Avec toute l'imagination de ces équipes, ils ont mis en place un dispositif, à un nom barbare qu'on a très vite oublié, ça s'appelait FIDAS. Il a mis un dispositif qui s'appuie sur 2 piliers. Toujours cette détection à l'accueil, puis de l'accompagnement personnalisé de tous les assurés qui acceptaient d'être accompagnés par des agents caisse formés à cela. Et cette personne allait les guider dans d'abord leur parcours de droit, par exemple l'ouverture à l'époque de la CMU, l'accompagnement via les collègues CAF à l'ouverture du droit au RSA. Et puis, une fois ça traité, l'ouverture, les aider à aussi choisir une mutuelle, ce qui est important. Et puis, très vite, de dire de quels soins ils ont besoin. Déjà, depuis combien de temps ont-ils vu un médecin traitant? En ont-ils un, déjà, ces assurés? Et puis, comment les accompagner? Parce qu'il y a une donnée que seuls les CEPAM ont. C'est de voir dans nos bases si le soin a eu lieu ou pas. Et
Contrairement à beaucoup d'activités que nous gérons, où on a des délais de traitement pour ouvrir un droit aux indemnités journalières, etc., c'est normal. Là, le directeur s'est dit, non, je ne donne pas de délai. Tant que l'assuré veut être accompagné, le collaborateur de la caisse accompagne pas à pas. Il guide, il ne lâche pas, sauf si la personne dit non, je ne veux plus aider. Je préfère rester dans le renoncement. Fort de cette expérimentation départementale et avec l'aide de la Caisse nationale, ça a été étendu à 9 CEPAM du territoire qui ont commencé le diagnostic du territoire national, dont 3 en Hauts-de-France. La CEPAM de la Somme, que je salue particulièrement, qui est là présente, et qui a ensuite d'ailleurs eu comme rôle de porter la coordination régionale quand cette activité a été nationalisée. La CEPAM du Hainaut et la CEPAM des Flandres. Ils ont démarré le même diagnostic, ils sont arrivés au même résultat, et ils ont, comme les 10 autres CEPAM de France d'ailleurs, on était toujours autour de 25 et 30% de renoncement, toute population confondue. Et puis, l'idée, ça a été forte de ce petit groupe de caisses qui a échangé ensemble, c'est un peu d'élargir le prisme, et notamment en accompagnant aussi à des actes de prévention. Par exemple, on a parlé, Amandine a cité les dépistages. On a commencé à aussi aiguiller nos assurés accompagnés vers des actes de prévention. On a commencé à intégrer nos centres d'examen de santé dans nos dépistages, dans la détection, pardon. Puis on a souhaité aussi nous ouvrir vers tout un réseau de partenariats. Et avant la nationalisation de ce système, la Caisse nationale nous a outillés en travaillant au formalisme de conventions spécifiques avec des partenaires aussi divers que les CCAS, les associations qui sont représentées ici bien sûr, telles que des associations caritatives, les Restos du Cœur, le Secours populaire, la Mutualité bien sûr, j'ai oublié de les citer aussi dans les partenaires plus proches de nous, mais aussi des associations plus locales, vraiment actrices sur un territoire, avec des conventions vraiment dédiées. Alors pourquoi ces personnes renoncent? Savons-nous? La bonne question, pour différentes raisons. Il n'y a jamais une raison, les personnes sont diverses, les raisons sont diverses. Peur du poids financier, c'est important. Et d'ailleurs, de cela, nous avons avancé côté assurance maladie, puisque le 100% santé, quelque part, est venu de là. Mais à l'époque, le renoncement aux dentistes, c'était le renoncement aux lunettes, tout ça, c'était toujours la peur du coût résiduel, malgré la mutuelle, le fait de se sentir perdu dans le parcours de soins, même avec un médecin traitant. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un médecin traitant, qu'on lui parle de ses problèmes, qu'il nous prescrit des actes derrière, que les actes sont faits. Voilà. La population, une certaine frange de la population peut abandonner. Puis parce qu'elle a d'autres problématiques. Pour les femmes, les mamans solo, comme on dit maintenant, c'est toujours la santé des enfants qui va primer. Surtout quand elles travaillent, surtout quand elles sont salariées précaires. Remplir le frigo, ça va devenir prioritaire. Se loger, c'est prioritaire. Et puis après, il y a la peur du diagnostic. La peur de savoir. Ce qui est vrai aussi d'ailleurs pour le dépistage des cancers, on le sent. La population a peur, toutes catégories confondues, et le besoin d'être accompagné, y compris quand le résultat tombe. Et c'est pareil, les collaborateurs de la Caisse ne les lâchent pas. La peur aussi d'avoir mal? Bien sûr, la peur d'avoir mal. La douleur est un vrai problème. La prise en charge de la douleur dans notre pays est encore un souci, mais je vais plutôt laisser éventuellement les spécialistes en parler. Mais ça aussi, est ce qui nous permet, nous, de guider quand on, peu à peu, et c'est ça qui est intéressant quand on a généralisé cette action, c'est la volonté des caisses de se donner les moyens de sortir de leur mur
d'être accompagnés par les professionnels de nos CES, et puis aussi d'être soutenus par vous tous, et aussi de s'adapter à l'évaluation de notre accompagnement fait par les assurés, et dans d'autres situations on les appelle les patients, et bien évidemment qui nous poussent à faire évoluer notre système. Et qui a donné toutes ces preuves pendant la pandémie aussi, puisque c'est à l'époque, avant la pandémie, nous parlions déjà de l'aller vers, et nous le faisions sur le territoire. Mais on en parlait peu, on était surtout dans l'action, et parfois même débordés par cette vague après ces diagnostics. Mais pendant la pandémie, là, on a plutôt été, bien entendu, sous l'égide de l'ARS et porté par la Caisse nationale, là aussi par des actions de vaccination, de pousser à la vaccination par notre capacité de cibler les populations, des quartiers, par âge, les personnes âgées, etc., par de l'appel téléphonique. Parce que justement, quels sont ces profils plutôt des personnes qui renoncent? Vous avez dit les mamans solo, les jeunes peut-être, les personnes âgées? Les jeunes, évidemment les jeunes, qui pensent qu'ils sont en bonne santé parce qu'ils sont jeunes. C'est pour ça que dans les partenariats, de plus en plus, certains collègues vont vers l'éducation nationale, les écoles de la deuxième chance, les missions locales, etc. Les jeunes retraités aussi, parce que les jeunes retraités ont souvent une complémentaire d'entreprise. Et après, au moment de la rupture, au moment de la retraite, ils sont un peu perdus dans les démarches administratives. C'est la première étape de notre accompagnement, les aider à choisir une mutuelle, et on a un fort partenariat avec la Mutualité française sur le choix de la mutuelle en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs moyens, et puis aussi de leur dire que grâce au 100% santé, il y a quand même des actes qu'ils peuvent choisir sans reste à charge. Et puis aussi, là, clairement, les faire rentrer dans un parcours qui intègre la prévention. Et plus ils vont vieillir, grâce à nos centres d'examen de santé, par exemple, la prévention des chutes pour les plus âgés. Justement, vous l'avez souligné tout à l'heure, vous avez la chance, l'atout au CPAM d'avoir les codes actes de soins et de voir justement si ces parcours de soins sont réalisés ou pas. Est-ce qu'on constate une évolution? Quelle est la tendance actuellement, là, en 2023? Alors, je n'ai pas de chiffres vraiment clairs. Nous, ce qu'on sait, c'est que il y a toujours une partie de la population qui est en renoncement. Pour autant, pour nous, on y va vraiment personne par personne, pour une fois, même si par an, c'est plusieurs milliers au niveau national. Si je parle uniquement de la CEPAM du Hainaut, parce que là, j'ai les chiffres, hein, c'est chaque année plus de 1000 personnes accompagnées. Mais dans les actions que je parlerai tout à l'heure, des fois on est sur un étiage plus petit parce qu'on va aller à la maille de la commune, à la maille d'un territoire. Mais pour autant, le phénomène est encore là. Et je dirais qu'il s'aggrave, et je ne vais rien vous apprendre, peut-être aussi du fait qu'il est difficile de trouver un médecin sur bon nombre de territoires. Et de ce fait, l'assurance maladie s'est aussi accaparée du sujet, puisque depuis quelque temps, il nous est demandé d'accompagner, en appelant les médecins, au fait que ces médecins acceptent de prendre des patients supplémentaires quand ils le peuvent. Et bientôt, nous allons démarrer une opération qui nous a été demandée par le ministre de la Santé, de rechercher des médecins pour tout assurer en ALD, en affection de longue durée, qui n'aurait pas de médecin traitant. Vous avez bien insisté aussi sur le rôle pivot central des CES. Oui. Donnez-nous quelques exemples concrets d'actions. Alors, pour le coup, est-ce que avec la MSA peut-être? Alors, des actions avec tous les partenaires. Alors, la MSA, nous, sur notre territoire, on va agir dans la ruralité avec le CES auprès des jeunes, justement, sur les problématiques dentaires. Essayer, puisqu'on s'est repéré sur la ruralité de l'Avesnois, donc un territoire aussi assez isolé,
que dans certaines communes, 100% des enfants n'ont pas vu de dentiste depuis plus de 2 ans. 100% dans certaines écoles primaires et maternelles. Donc on va essayer d'agir avec nos collègues de la MSA, du Nord-Pas-de-Calais. Pour d'autres exemples, par exemple, chez les collègues de la Somme, ils ont réalisé une action autour de la vaccination avec le soutien du CHU, qui leur fournissait les vaccins dans de bonnes conditions de préservation, etc. En 6 mois, ce sont plus de 200 personnes qui ont été vaccinées, plutôt des hommes d'ailleurs, et avec presque 80% de personnes dites vulnérables socialement. Vous voyez, nos collègues des Flandres, eux, ont travaillé autour du handicap, hors les murs, avec une action auprès des jeunes dans un institut médico-éducatif, avec des bilans de santé réalisés hors les murs, un jeu, un escape game autour des problématiques de prévention, l'alimentation, le docteur en a parlé tout à l'heure, mais autour du jeu, pour justement plutôt ne pas être dans l'injonction. Une autre action aussi sur les Flandres, avec les papillons blancs à destination des aidants également, pour les remettre dans le parcours. Les collègues de l'Artois, avec la mutualité, c'était plutôt sur le Ternois, une action en lien avec le contrat local de santé et les communes, les collectivités territoriales, là autour des dépistages en délocalisé. Donc sont les centres d'examen de santé qui sortent, qui bien entendu réalisent toujours des bilans sur les territoires, mais qui en plus ajoutent avec les partenaires sur des problématiques spécifiques, les indices d'obésité ou des choses comme ça, des actions particulières de prévention sur les dépistages ou l'alimentation, une thématique choisie avec le partenaire. Merci beaucoup. Nous allons nous tourner vers Françoise Raguenaud concernant donc la vision santé, l'action concrète autour de la prévention aussi, et la solidarité qui est au cœur de l'action du Conseil départemental. Nous vous écoutons. Oui, donc les missions du Conseil départemental sont aussi d'accompagner les publics tout au long de la vie, de la naissance, de la petite enfance, avec les actions des PMI, et puis la protection de l'enfance, qui est un sujet excessivement important, et puis les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Nous savons que les personnes âgées vont augmenter de façon très exponentielle, puisque aujourd'hui il y a 15 millions de personnes âgées en France, et en 2030 nous serons 20 millions. Donc c'est dire qu'il y a urgence à anticiper sur les actions envers les personnes âgées. Et donc nous intervenons tout au long de la vie, et donc c'est aussi en partenariat, puisqu'on parlait tout à l'heure de partenariat, avec un partenariat très serré avec l'ARS, mais aussi avec l'Éducation nationale, avec la CPAM bien évidemment. Donc tout ce travail de prévention et de santé ne peut se faire qu'en partenariat. Donc la perte d'autonomie est un sujet très important. C'est un enjeu même, puisque la perte d'autonomie, que ce soit chez les personnes handicapées ou chez les personnes âgées, nécessite vraiment un travail au quotidien. Et donc pour cet enjeu, nous mettons en place des dispositifs. Ça va du maintien à domicile, puisqu'aujourd'hui les personnes âgées, et c'est très légitime, préfèrent de rester à domicile plutôt que de rentrer en établissement. C'est aussi, lorsque c'est possible, bien évidemment, pour les personnes en situation de handicap, rester à domicile, c'est le choix des personnes, et c'est ce que nous devons respecter, ce choix libre de choix de vie. Donc, le maintien à domicile suppose un accompagnement, bien évidemment.
des accompagnements par les services d'aide à domicile et des services de plus en plus renforcés, puisque nous accompagnons ces personnes, même parfois dans des conditions pas toujours faciles. On sait que les personnes rentrent en établissement, en EHPAD très tard et souvent avec des polypathologies. Donc le travail du département, c'est donc bien évidemment d'accompagner ces personnes pour qu'elles puissent rester à domicile, mais dans les meilleures conditions possibles. Donc ce sont des équipes renforcées, des équipes mobiles, des accueillants familiaux. Donc il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place. Il y a aussi la conférence des financeurs aux côtés de l'ARS qui permettent des actions très importantes de prévention. Je veux parler de la lutte contre l'isolement, la prévention des chutes, la dénutrition, enfin toutes les problématiques liées au vieillissement. Et aussi avec la téléassistance, ce qui permet aussi de prévenir les chutes aussi et d'apporter du secours lorsque c'est nécessaire. Il y a aussi tout ce qui concerne l'aménagement des logements. Ça, c'est un point de plus en plus important aussi, c'est de pouvoir aménager une baignoire, de changer une baignoire plutôt pour une douche à l'italienne. C'est de voir tous les aménagements possibles dans une maison qui puisse permettre à une personne âgée de rester. C'est parfois des choses très simples, enlever les tapis, etc. Mais il faut accompagner. C'est aussi l'habitat inclusif, c'est-à-dire lorsque les personnes ne veulent plus rester chez elles, mais préfèrent avoir un logement individuel, ne pas entrer en établissement, mais pouvoir avoir un accompagnement, donc l'habitat inclusif. Il y a aussi de la colocation. Et enfin, il y a plusieurs dispositifs qui se développent aujourd'hui sur les territoires. Et avec aussi un autre dispositif qui est l'aide à la vie partagée. Donc, c'est une aide financière, cette fois, qui est accordée pour pouvoir avoir des animations et un accompagnement, même en étant chez soi. Donc, il y a énormément de dispositifs. Ils sont vraiment en train d'être déployés. C'est aussi pour les personnes en situation de handicap, de favoriser le maintien à domicile. Donc, le maintien à domicile, ça suppose aussi des aidants. Et sans les aidants, le dispositif de rester à domicile ne tiendrait pas. Donc là aussi, il y a un grand sujet qui mérite vraiment toute notre attention et le département s'y emploie par des appels à projets avec un axe complet sur l'aide aux aidants. Il en sera question aussi lors d'une table ronde l'aide aux aidants, vous avez bien raison de le souligner. Oui, donc ça c'est un enjeu aussi important. Et puis les métiers de l'accompagnement aussi, hein, voilà, il faut des aidants, mais il faut aussi des services à domicile. Et aujourd'hui c'est compliqué de recruter, c'est des métiers qui sont peu valorisés. Et donc voilà, nous avons aussi au travers des assises des métiers de l'accompagnement aussi détecter un certain nombre de difficultés qu'il faudra résoudre pour que nous puissions avoir des aides à domicile en nombre et aussi bien formées. Donc, avec tout ceci, il y a aussi l'allée verte dont parlait Madame tout à l'heure, qui est aussi un dispositif important pour les personnes en situation de handicap. La MDPH a déployé des accueils territorialisés, c'est-à-dire que nous avons 14 sites déployés sur le département qui permettent d'accueillir au plus près les personnes en situation de handicap. Et vous parliez du renoncement aux soins, et on a aussi du renoncement aux droits. Ça a été flagrant. Nous avons accueilli nombre de personnes qui n'avaient pas fait appel à leurs droits alors qu'elles étaient en situation de handicap. Donc on voit bien que l'aller vers est important, d'aller au plus près des publics est important pour permettre justement de déployer, de permettre aux gens de faire appel à leurs droits et de déployer tous les dispositifs qui permettent aussi un accompagnement de qualité et sans rupture.
Merci beaucoup Françoise Ragueneau. Voilà, vous l'avez dit, un parcours sans rupture de la naissance à la fin de vie. Je vais me tourner vers Amandine de Jancourt, si vous voulez peut-être réagir à tout ce qui a été un peu dit, vous qui représentez l'ARS aujourd'hui, sur les propos de Françoise Ragueneau, de la CPAM ou du docteur. On voit bien par rapport à l'ensemble des présentations qui ont été faites et des actions qui ont été présentées que il y a un fil conducteur, il y a quelque chose qui nous lie. C'est cette dimension partenariale qui ressort énormément. En fin d'année dernière, on a organisé les CNR, les Conseils nationaux pour la refondation pour la santé. Et sur l'ensemble des CNR qui ont été organisés dans la région, la question de la coordination des actions et des acteurs est quelque chose qui est ressorti sur chaque territoire. Et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur cette responsabilité collective que nous avons de devoir mieux se coordonner, mieux travailler ensemble pour effectivement aller vers les publics qui en ont le plus besoin, mais vers la population en général. Et c'est vrai que la question de l'aller vers, la médiation en santé sont également des dispositifs qui sont beaucoup ressortis lors des CNR, des besoins qui ressortent, aussi bien pour les professionnels que pour les usagers. Et on voit bien qu'on est plusieurs à vouloir porter cette dimension d'aller vers. Et ça renvoie à des enjeux vraiment de visibilité, de connaissance, d'accessibilité au final, pour tous et par tous, qu'on soit professionnel et usager, et voilà, cet enjeu de meilleure compréhension de l'offre, de pouvoir rendre accessible l'offre pour tout le monde et surtout de pouvoir l'identifier. Aujourd'hui, c'est aussi une problématique qu'on a dans notre région, c'est qu'il y a plein d'offres. On a un panel qui a été présenté aujourd'hui, on va avoir un panel de cette journée, des belles valorisations, parce que c'était aussi l'objectif de cette journée, valoriser des initiatives existantes, qu'elles soient nationales déclinées en région, qu'elles soient au niveau départemental, même des belles initiatives à l'échelle par quartier ou d'un petit territoire. Mais justement, à un moment donné, c'est comment on met en musique tout ça pour faire sens, pour porter à connaissance des citoyens, de la société civile, et comment on les mobilise aussi. Docteur Burger évoquait la question des jeunes qu'on mobilise. On voit bien que les modalités d'intervention qui fonctionnent aujourd'hui, il y a les verts, il y a la médiation, et il y a surtout le travail avec les démarches de pairs, de relais pairs, d'ambassadeurs, de pairs aidants qui font sens aussi, parce qu'on est sur du pair à pair et on n'est pas sur un discours peut-être moralisateur, comme vous l'évoquiez tout à l'heure en introduction, où parfois, quand on parle des comportements, ça renvoie aux représentations, à ses propres représentations. C'est effectivement, quand on est une personne vulnérable, faut pas manger ceci, il faut faire de l'activité physique, il faut faire sa mammo, etc. Et forcément, il y a des fois, il y a cette impression qu'on stigmatise toujours les mêmes publics aussi. Donc je pense que voilà, on a un enjeu collectif, et je pense que cette table ronde l'illustre très bien. La prévention, c'est l'affaire de tous, c'est tout au long de la vie, mais c'est ensemble, et faire ensemble. Exactement, c'est l'affaire de tous. Gardez le micro, je ne vous lâche pas. Sur cette histoire, on a entendu ce mot prononcé par vous toutes et par professeur, c'est partenariat. Partenariat, mais un partenariat redynamisé, qui a plus de fluidité, de ne pas plaquer, comme vous le disiez, des actions comme sur un catalogue. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il faut... Alors, nous, au niveau de l'agence, on n'a pas toutes les solutions, ou en tout cas, on n'a pas tous les leviers à notre main. On a 2 leviers, je dirais, aujourd'hui. On a ce qu'on appelle la commission de coordination des politiques publiques, qui est une instance réglementaire qu'on met en place, qui aujourd'hui évolue aussi vers la notion d'inégalité sociale de santé. Donc je pense que déjà, c'est un premier levier, parce que ça coordonne l'ensemble des acteurs institutionnels sur un territoire. Donc ça, mieux travailler ensemble, porter collectivement ensemble. Et puis, on a la démocratie sanitaire. Et donc, je relance non pas ma bouteille, mais sur l'idée de mettre en place un groupe de travail. On a uni nos forces au niveau de la commission spécialisée prévention, la commission droit des usagers pour construire cette journée. C'est peut-être l'occasion de s'appuyer sur les représentants d'usagers de nos 2 commissions pour co-construire ensemble une réponse adaptée et du coup les associer. Au final, l'offre, elle correspond peut-être pas toujours aux attentes ou aux besoins, ou peut-être qu'elle est mal vue, mal identifiée, mal lisible. Donc si on pouvait mettre en place peut-être, pourquoi pas, un groupe de travail et travailler dans le cadre du projet régional de santé qui arrive, et donc dans les 5 années à venir ensemble, pour construire et rendre lisible. Excellent. Merci beaucoup, Amandine. Allez, la parole est à vous. Les micros vont circuler. Saisissez-vous de ces micros. Merci, si on peut applaudir les intervenants. Mais on est encore là. Merci beaucoup, les intervenants. Alors, s'il vous plaît, levez la main, que nos hôtesses vous voient bien, et présentez-vous dès que vous avez le micro. N'hésitez pas à faire, ça peut être un commentaire. Là, il y a une main levée ici, s'il vous plaît.
Si c'est quoi que ce soit que vous vouliez dire, c'est le moment, la parole est à vous, mais présentez-vous, s'il vous plaît. Oui. Oui, bonjour. On m'entend bien? On vous entend. Parler bien fort, le micro bien collé à la bouche. Voilà, donc Caroline Aignan, directrice du centre hospitalier de Calais. En fait, voilà, je voudrais vous partager deux convictions. La première conviction, c'est quelque chose d'assez élémentaire. C'est qu'en fait, dans tout ce qu'on a dit, on n'a pas dit un point très important, c'est que notre corps, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, c'est notre meilleur allié pour tout notre parcours de vie. Donc, on est vraiment à l'échelle de la personne. Et c'est, je trouve, quelque chose qui est difficile à éviter quand on parle de prévention, c'est que ça vient toujours de l'extérieur. Alors que le premier levier, le levier le plus essentiel, c'est que la personne elle-même, elle ait conscience que si elle ne prend pas soin par elle-même de son corps, voilà, son parcours de vie va être entravé à un moment donné. C'est pas une vie quand même de passer son temps dans les hôpitaux. Je dirige un hôpital, donc voilà, je sais bien ce que je dis. C'est pas une vie, c'est pas ça qui est intéressant dans la vie, c'est pas de ça dont on a besoin. Et donc, j'ai bien aimé tout ce qui a été dit sur l'éducation nationale, parce que tout ce qui est dit à ce moment-là, ça fait peut-être semer la graine auprès des enfants de « mon corps, c'est mon meilleur allié ». Je trouve que cette idée-là, en fait, en promouvant cette idée-là, ça fait que les personnes après, elles vont aller chercher ce qui leur permet de maintenir leur corps en bonne santé. Voilà, et peut-être aussi, c'est à l'attention de nos sociétés occidentales, où on sépare toujours le corps et l'esprit. En fait, non, ça n'a pas de sens. Si on n'a pas de corps, notre esprit il ne va pas pouvoir porter ce qu'il a envie de porter. Donc voilà, je vous l'avais dit, hein, c'est une conviction assez primaire, mais en même temps, je trouve très essentielle. Et la deuxième chose, et ça c'est une idée qui est tout à fait dans l'air du temps, que j'ai entendue et que je voulais vous partager, c'est que la prévention, c'est aussi un pilier du développement durable. Voilà, et en fait, finalement, en se disant ça, on renverse encore une fois la perspective. Voilà, je souris en voyant l'image qui montre quelqu'un qui est à l'hôpital. En fait, en évitant aux personnes de tomber malades, tout simplement, elles n'auront pas à consommer de soins, elles n'auront pas besoin d'aller consommer des soins. Finalement, ça peut permettre de financer un parcours de santé plutôt qu'un parcours de soins. Du coup, j'ai fait un petit calcul par rapport au budget de l'établissement que j'ai le privilège de diriger pour la population de Calais. Donc, si on considère qu'il y a à peu près un tiers de la population qui a moins de 20 ans, et si tous les ans on leur finance l'abonnement à un club de sport, 200 €, c'est déjà pas mal, et tous les mois une consultation de diététique, ça coûte moins cher que le budget annuel d'un établissement comme celui de Calais. Donc je me dis, voilà, en matière de développement durable, ça peut être aussi une articulation, et ça, encore une fois, ça change la perspective. Quand on parle des jeunes, on leur parle de développement durable, ça leur parle. Merci, merci infiniment. C'est très intéressant. Bravo. Le micro, je crois. Monsieur, vous voulez le micro? Ah, alors attendez, il y a une autre personne qui a le micro et après on vous le donne juste après. Présentez-vous. Merci monsieur, et après c'est à vous monsieur. Voilà, bonjour à tous. Didier Vankelef pour l'UFC Que Choisir Hauts-de-France. Un certain nombre de principes de prévention ont été évoqués ce matin. Tous les acteurs présents là ce matin ne peuvent bien sûr que les partager, ou mieux les accompagner. Parlez bien fort, on ne vous entend pas bien monsieur, excusez-moi. Parlez bien fort. Oui. On ne peut que partager ces principes, voire les accompagner, ou mieux encore les promouvoir. Et en face de ces principes, il y a en face des chiffres. Et on dit souvent que les chiffres sont têtus. Alors je vais prendre simplement deux exemples. Il a été question de la médecine scolaire. Il y a une quinzaine d'années, il y avait 1400 médecins scolaires en France. Ils sont aujourd'hui 900. Plus de 35% de baisse pour 12 millions d'élèves. Je crois qu'on tourne le dos à l'objet de notre réunion de ce matin, la prévention. Un deuxième chiffre. Un deuxième chiffre, 6 millions de personnes sont aujourd'hui sans médecin traitant,
Parmi ces 6 millions de personnes, il y a des personnes en situation de handicap, des personnes en affection longue durée et des personnes âgées, voire très âgées, qui sont de plus en plus nombreuses. Là encore, les difficultés d'accès aux soins que l'on constate aujourd'hui tournent le dos à cette volonté de prévention. Clairement, il faut que nos politiques, nos dirigeants en prennent conscience et je pense que cette journée peut peut-être y participer. Merci beaucoup, monsieur, pour UFC Que Choisir. Docteur Burgère et Amandine, peut-être après. Donc, je vais me permettre de prendre la parole, puisque donc, merci pour votre soutien. Hein, effectivement, nous devenons une denrée rare en tant que médecins au niveau de l'éducation nationale. Mais ça, enfin, voilà, nos politiques sont saisies par rapport à cette problématique, qui est une problématique qui est beaucoup plus générale dans le cadre de la démographie médicale en particulier. Mais comme je le disais, en fait, la prévention à l'école, c'est pas que l'affaire des médecins. C'est l'affaire de tout le monde. On crée un travail en collaboration au sein des établissements scolaires avec nos collègues infirmiers, avec nos collègues assistants des services sociaux, avec nos collègues psychologues, avec les collègues enseignants, la vie scolaire, avec les familles, voilà. Et donc, même effectivement, on n'est plus très, très nombreux. J'espère qu'il y aura un revirement dans les années futures. Mais on développe justement les partenariats, notamment le partenariat avec la PMI dans le cadre des visites médicales, et puis dans l'amélioration aussi du repérage des enfants, de façon à ce que nos activités en tant que médecins s'orientent vraiment vers l'expertise des enfants qui nécessite justement cette expertise médicale. Hein, voilà. Donc effectivement, on n'est plus assez nombreux, mais on tient haut la barre. Et on continue. Merci. Je voudrais juste rebondir sur l'observation très pertinente sur le manque de médecins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nos caisses vont être en première ligne pour essayer de soutenir en priorité les assurés en affection de longue durée qui n'ont pas de médecin traitant. Un chiffre sur le territoire du Hainaut, on oscille entre 3005 et 4000 personnes concernées sur 800 000 assurés de la caisse. Mais cette action a déjà été réalisée sur un territoire encore plus en tension, la Seine-Saint-Denis. Les collègues de la CEPAM de Bobigny ont pendant quelques mois appelé tous les médecins avec la liste des assurés sans médecin traitant et un par un ont essayé d'insister pour trouver des médecins. Ça a été possible pour 80% des assurés. Que dire moi, je ne suis pas la personne la mieux placée pour parler du constat sur le manque de médecins, mais on sait que ça ne va pas s'arranger dans les années à venir. Va falloir encore attendre, on oscille entre 5 et 10 ans. Et de ce fait, nous, encore une fois humblement, on apporte notre contribution, puisqu'on a dans nos bases la liste des assurés sans médecin traitant, la liste des bénéficiaires ALD, et en face, nous avons la patientèle moyenne des médecins généralistes qui sont sur notre territoire. C'est la conjonction des deux qui nous amène à être chargés de cette mission. Merci beaucoup. C'est un sacré défi. Bon, alors, okay. Professeur Gignon, est-ce que peut-être sur ce recul médical, vous avez-vous des éléments sur un élément d'espoir par rapport au CHU? Un espoir mesuré, réaliste et pragmatique, mais un espoir cependant, oui. Je pense que l'espoir est dans le changement aussi des pratiques médicales. Et ça, on a entamé depuis maintenant 2018 un changement dans la formation, alors médicale, mais pas uniquement, de tous les professionnels de santé, où la prévention est rentrée vraiment dans le cœur de la formation de l'ensemble des professions de santé, avec un dispositif qui s'appelle le service sanitaire, qui est un dispositif de formation pour les professionnels, où ils se forment. Puis ils vont faire des actions, notamment en lien avec l'éducation nationale. Et donc les étudiants, infirmiers, kinés, sages-femmes, médecins,
et j'en oublie infirmiers, je les ai dit, vont dans des lieux pour pouvoir mener des actions de prévention, de promotion de la santé encadrées par des acteurs de la prévention. Et donc la grande majorité vont dans l'éducation nationale. Donc ce changement et cette prise en compte, en tout cas de la prévention, qui est le cœur du sujet d'aujourd'hui, je pense qu'il va modifier aussi nos pratiques médicales et soignantes. Et vous l'avez vu ici, il y a plusieurs professions qui sont concernées de manière pluriprofessionnelle. Parce que la prévention, ce qu'on dit que c'est l'affaire de tous, c'est aussi l'affaire de tous les professionnels de santé. C'est une compétence que nous avons en commun et on doit le faire avec le patient, comme on dit, au centre, bien évidemment, à son service, au service de ses besoins. Merci beaucoup, professeur. Allez-y, monsieur, présentez-vous. C'est gentil, madame. Roland Bouvard, pour l'UDAF. Je suis un ancien de la caisse primaire du Hainaut, madame. Voilà, j'ai fait 3 mandats en tant qu'ASS à la caisse du Hainaut. Donc, je connais bien la caisse et je vous remercie de votre intervention qui, certes, est justifiée, puisque les chiffres, on les connaît quand même si c'est quand même plus ou moins secret. Comment nous allons faire... Non, mais on ne peut pas tout dire quand même. Donc, je suis aussi RU dans 2 établissements. RU ? Je vais les RU. RU, ah, voilà déjà, on ne nous connaît pas. Représentant des usagers. Représentant des usagers, comme le veut la loi, pas toujours bien accepté par les directeurs et directrices d'établissements quand même, ça il faut le savoir. Au conseil de surveillance également, j'ai fait un court séjour aussi pour dépanner dans le régime minier que tout le monde connaît à travers maintenant le réseau Filieris, qui viennent au secours d'ailleurs du régime général, puisque Filieris est fort implanté maintenant dans certaines villes quand même. Ça, il faut le savoir également. Et puis, sportivement, un peu également, où le club sportif où j'étais faisait aussi de l'insertion sociale et médicale et du handicap également. Donc, on connaît un petit peu. Pour revenir sur les usagers, je pense qu'ils sont très mal connus par les différents services, que ce soit dans les hôpitaux, les cliniques, ou même dans le régime, dans les autres régimes, très mal et des fois mal appréciés également. Faut savoir aussi que des RU sont très vieux comme moi. Et aujourd'hui, quand on regarde, non mais vous rigolez, madame, mais comment on va faire pour retrouver des nouveaux combattants, pour parler sportivement, vous voyez, pour être dans les conseils de surveillance? Ça va être très compliqué. La moyenne d'âge, elle est de 68, 70 ans à peu près pour les RU, donc très compliqué. Comment on fait? Il en faut 4 par établissement. Comment allons-nous faire? Je ne sais pas. Il faut savoir aussi que le département du Nord n'est pourvu que de 2 tiers, je crois, de RU dans les établissements, en sachant que, comme il manque de combattants, il y a aussi beaucoup de doublons. Donc, en somme, ça va être très, très compliqué pour pouvoir... Parce que le RU, en fin de compte, c'est l'émetteur et le récepteur. Quand on parle de communication, ben voilà un bon émetteur de communication, etc. On peut parler aussi maintenant des collectivités. J'ai été pendant longtemps aussi conseiller municipal et je suis membre d'un CIAS. Là également aussi, nous n'avons pas forcément les gens formés dans les CCAS et les CIAS, conseils intercommunaux d'action sociale, pour justement des fois orienter la population de proximité. Ensuite, nous avons la chance d'avoir maintenant l'informatique. L'informatique, tout le monde n'est pas initié à l'informatique. On a 20% de personnes sur le territoire des Hauts-de-France que pour eux, l'informatique, c'est un peu comme moi, c'est la croix et la bannière. Donc c'est compliqué. Ensuite, nous avons la chance d'avoir le téléphone. Vous faites 36, je ne sais plus combien, caisse primaire d'assurance maladie. Désolé, madame la directrice, mais c'est des fois très compliqué. Et rappelons-nous quand même qu'on a parlé politique, donc on va en faire un petit peu. Quand on a voulu mutualiser les caisses d'assurance maladie au niveau du Nord, 12 caisses ou 13 caisses, il me semble. 9, à l'époque, il y en avait combien? Il y en avait 9. On a eu la chance de sauver la nôtre, la caisse du Hainaut. On a eu la chance quand même. Ah non, mais ça a bien fonctionné puisque les 2 caisses... Oui, je sais bien, vous venez de Maubeuge, je sais bien. Oui, d'accord. Mais n'empêche que le fonctionnement, on parle d'un territoire. Aujourd'hui, la mutualisation, vous parlez de votre mutuelle, moi je parlerai complémentaire, je fais une parenthèse, mais la mutualisation des caisses, je suis d'accord, mais la mutualisation des caisses, comme l'a voulu faire au niveau de la caisse d'assurance, la CAF, c'est pas forcément une meilleure chose. On n'a plus de proximité. Alors on peut peut-être prendre des bus comme font dans les départements. Nous, dans le Nord, on a un bus départemental bleu avec CAF, CARSAT et compagnie. Pourquoi pas, mais il faut en parler. Donc tous ces éléments-là,
il faut en tenir compte quand même. Et il faudrait aussi que les usagers soient reconnus et acceptés, je le redis une deuxième fois, par tous les chefs et directrices d'établissements. Parce que ce n'est pas toujours le cas. On est en train de faire aujourd'hui des GHT, des groupements de territoire. Il y a des réunions qui sont en condition pour élire des présidents. Et il faut savoir que si on prend par exemple le territoire du Hainaut, pour parler de celui que je connais le plus, il y a 10 établissements qui sont donc regroupés. 2 ont fait sécession. Pourquoi, je ne sais pas. Cherchons, nous trouverons peut-être. Et là-dedans, la première réunion consultative pour élire le président, il n'y a que 9 RU représentés, alors que dans le Hainaut, on a la chance d'avoir sur les 10 établissements 4 RU. Donc là aussi, cherchons l'histoire, je ne sais pas, ou la solution. Vous avez souligné un point, tous les points sont intéressants, mais un particulièrement, c'est la fracture numérique vers la prévention. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet, et notamment peut-être au sein de l'ARS, notamment avec Mon Parcours Santé? Est-ce qu'on peut dire 2 mots? Tout le monde n'a pas un ordinateur, ou si on a un ordinateur, tout le monde n'est pas aguerri au numérique et au digital. Un petit point là-dessus, s'il vous plaît. Les usagers doivent être formés parfois. Alors, il y a 2 choses dans l'usage du numérique avec le réseau assurance maladie. Il y a bien entendu, j'entends monsieur vous citer Amélie, qui est notre système dématérialisé où on y trouve de l'information générale, la possibilité de nous adresser des documents, etc. Amélie existe aussi pour les professionnels de santé. D'ailleurs, ça permet de gagner du temps en délai de paiement quand même. Ça a permis de passer en son temps la dématérialisation d'un délai de quelquefois supérieur à 1 mois, tant vers les professionnels de santé que vers les usagers, à quelques jours pour nous. L'usage carte vitale et téléservices, déclarer à un médecin traitant quand on a la chance d'en trouver un en dématérialisé, c'est directement dans nos bases. Très vite, en quelques jours, au lieu, si c'est en papier, le temps que ça nous arrive, plusieurs semaines en tout cas. La même chose pour la mise à jour de la carte vitale. Si vous êtes malheureusement en ALD, vous avez des soins pris à charge à 100%. Si tout cela est fait de façon dématérialisée, c'est automatique. Et ensuite, vous avez cité l'espace numérique en santé qui vient... on va dire, intégrer le DMP et qui est là, le numérique en santé étant plutôt porté par l'ARS, et je laisserai à Amandine plus en parler. De notre côté, à nous, évidemment, pour essayer d'accompagner au numérique, simplement vous dire que nous réalisons, comme pour les actions de prévention portées par les CES ou aussi par des préventeurs qui existent dans les caisses, nous agissons aussi hors les murs, toujours avec les mêmes réseaux de partenaires, pour accompagner ceux qui ont envie d'être accompagnés à l'usage tant d'Amélie et en leur expliquant aussi ce qu'est l'espace numérique en santé. Il n'y a rien à faire, c'est là. Ça va se développer et donc on fait ce qu'on peut pour accompagner, et pour les personnes âgées, toujours pareil, plus âgées, de leur trouver quelque part une personne aidante sur ce sujet-là aussi. Mais on accompagne autant qu'on peut, parce que avant de donner la parole à Amandine, je tiens à dire quand même que nous étions un des rares pays aujourd'hui d'Europe à ne pas avoir ce dossier patient partagé. Alors bien sûr, entre professionnels, entre la ville et l'hôpital, il y avait quand même de ci, de là des outils qui le permettaient, mais pas généralisé toute France. Donc un assuré qui partait à l'autre bout du pays, son dossier, soit il le prenait papier s'il l'avait encore, soit il devait recommencer tous les examens de l'autre côté. En Belgique, ça fait très longtemps que sur la base d'une carte, c'est possible. Alors, je vous rejoins complètement, monsieur. Alors, sur 2 points. Sur la crise, effectivement, des RU, voilà, aujourd'hui, puisqu'on en a moins, comme on retrouve dans le bénévolat associatif, c'est une problématique aussi, puisque les bénévoles aujourd'hui sont de plus en plus vieillissants. Et effectivement, la fracture numérique. Alors, je n'ai pas l'expertise, pour le coup, sur le numérique, je le reconnais ouvertement, mais ce que je peux vous dire, c'est que là, on est en train de travailler notre projet régional de santé et on a un axe spécifique sur le numérique et sur la question de l'inclusion numérique, au sens large, c'est-à-dire aussi comment aller vers les personnes
pour leur permettre de savoir effectivement utiliser un ordinateur, utiliser mon espace santé. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler justement sur le développement d'ambassadeurs du numérique, que ce soit via les réseaux des caisses primaires d'assurance maladie. Je pense aussi au réseau des centres sociaux qui sont des structures de proximité et qui sont en train de se déployer. Alors vous me dites non, mais c'est en train de se déployer en tout cas. Et puis d'avoir des personnes qui pourraient être en relais sur la question du numérique. Après, c'est vrai que quand on parle de fracture numérique, il y a à la fois la question de l'utilisation du support numérique en tant que tel, et puis il y a aussi les problématiques numériques, c'est-à-dire d'accès au réseau en tant que tel, où là, par contre, je n'ai pas la solution sur ce sujet-là. En tout cas, c'est un sujet qu'on prend à cœur, dont on sait qu'on a conscience qu'il faut effectivement développer davantage. Après, j'avoue, je n'ai pas toutes les solutions aujourd'hui dans ma main, en tout cas. De grâce, quand même, n'oubliez pas les RU, parce que franchement, on les a voulu dans la loi, on les veut dans les accréditations, on les veut partout pour faire bien, et ce n'est pas toujours le cas. Remercier la caisse primaire qui vient régulièrement maintenant dans les conseils de surveillance. Avant, ça ne se faisait pas parce que vous êtes le pilier, madame, vous êtes le payeur, madame, de la santé. Donc ça, il faut le remercier. Et dire aussi à l'Assemblée, mais ça, tout le monde doit le savoir, que les deux gros budgets de la nation, c'est la santé et l'éducation nationale. Donc on compte beaucoup sur vous, j'ai dit. Juste un petit mot sur le numérique. Merci d'avoir posé la question parce que moi on m'interrogeait en tout début sur la crise sanitaire liée à la pandémie et on a eu cette campagne de vaccination qui était un challenge incroyable quand même, développer une campagne de vaccination la plus rapide possible pour l'ensemble du pays et on est passé par des plateformes numériques. Et très très vite, je me souviens on en avait parlé avec l'agence, il faut avoir toujours en tête les inégalités que l'on va créer avec une vraie bonne idée. 80% de la population va bénéficier d'un nouvel outil numérique, comme 80% de la population globalement va bénéficier d'une politique de prévention. Mais voilà, toujours penser à ceux qui ne vont pas en bénéficier. Parce qu'il y a un déficit sur le plan éducatif, sur le plan social, et en plus, c'est toujours les mêmes personnes qui cumulent ces difficultés. Et donc ça, c'est vraiment le terreau de sujet qui concerne toute la France, mais particulièrement notre région. C'est une inégalité sociale et en plus territoriale, parce qu'on a des zones territoriales où malheureusement ces difficultés sont concentrées. Et ça, il faut toujours l'avoir en tête. Et je pense qu'il faut absolument qu'on l'intègre dans nos déploiements de projets numériques. Comment on peut aller accompagner. Et je pense que c'est peut-être des nouveaux métiers justement à développer sur ces sujets. Parfaitement. Allez-y, monsieur, au premier rang. Et je crois que le micro est aussi tout en haut. Olivier Doptin. Juste après, ce sera à vous, là-haut. Allez-y, monsieur, au premier rang. Vice-président de la commission spéciale des droits des usagers, donc un des co-organisateurs de cette journée, et aussi vice-président de France Asso Santé. Ce que je voulais surtout dire, moi je suis geek, je suis sur la plateforme Prédit, je suis sur mon espace santé, je suis sur le numérique à 100%. Pour autant, et je suis entièrement d'accord avec vous, le numérique nous a été, DAUP, TAIN, c'est pas grave. Je disais donc, le numérique nous a été imposé d'un point de vue politique, d'un point de vue, ça a commencé par les impôts, ça a commencé des tas de trucs, ça nous est imposé. Compte tenu que ça nous est imposé par des autorités, quelles qu'elles soient, il est normal que ça soit accompagné, qu'on accompagne les gens, les utilisateurs. Et je remercie la CPAM. J'ai été conseiller à la CPAM de l'île Douai et avant à Tourcoing. Donc je sais le travail des CPAM. Et deux choses. Je remercie la CPAM parce que ce travail qui est parti de Gap, vous l'avez bien dit, de ce qui a été fait là, c'est que du Gard, quelque part, c'est que vous avez encore des accueils physiques. Et ce qu'il faut que nous maintiennent dans cette région par rapport à une population qui est particulière, qui est en déshérence de beaucoup de choses, qui est en précarité et elle a besoin d'accueil physique. Et si je ne prendrai qu'un exemple, les maisons de santé pluridisciplinaires de professionnels qui sont en train de se développer, les MSP, il y a un secrétariat, il y a une secrétaire, il y a quelqu'un. Et là, à 90%, on vise juste et on tape juste. Alors, on peut, vous connaissez les CPM, j'ai été conseiller 12 ans, donc vous avez cette chance à la CPM, et de temps en temps, on vous l'envie, voire même qu'on aimerait bien que vous ouvriez un peu vos bases de données, que vous avez la capacité de savoir quels sont les médecins, d'aller chercher des médecins traitants pour raccrocher à des patients qui n'en ont pas, majoritairement les SLD, enfin les affections longue durée, puisque là c'est la commande que vous avez, mais vous êtes capable, parce que je le sais, que sur un territoire, sur une commune, sur un arrondissement, savoir les médecins, et surtout combien ils ont de patients,
globalement. Et donc, comment vous pouvez leur dire, peut-être que vous, qu'en avez 800 et que les autres médecins traitants, ils en ont 1600 ou 1900, peut-être qu'il y a des répartitions, je ne dirais pas des efforts, des répartitions différentes à faire. Vous avez cette capacité. Nous, on le sait par rapport à France Asso Santé, quelquefois, on a des données comme ça qui nous remontent. Mais nous n'avons pas toujours la légitimité. Par contre, on pousse quelque part, d'une certaine, à ce que des médecins se mettent. Et puis, tout ce qui a été dit ce matin, que ce soit tous les gens autour de ça, on se connaît tous. Avant même de parler de coopération, tout ça, si on voit ça dans les réunions aujourd'hui, avec Lévis-l'Hôpital, ça fait 20 ans, on voit, c'est se connaître. Apprendre à se connaître, apprendre à vous connaître, que ce soit l'ARS avec l'éducation nationale, que ce soit les CPAM, certains sortir de sa zone de confort et d'aller dans des forums, se connaître, savoir quel est son périmètre, ce que l'on peut couvrir. J'ai siégé dans ce qu'on appelle la commission d'action sanitaire et sociale. Moi, je vais essayer d'éviter les acronymes. Au sein des commissions d'action sanitaire et sociale, on aide des gens, et vous l'avez très bien dit, aujourd'hui, avec l'inflation du gaz, de l'électricité, il y a encore des gens, on sait, qui vont renoncer aux soins parce qu'il va falloir payer les charges qui vont augmenter. Et donc, si on avait fait 2 pas en avant, je crains qu'avec l'inflation et tout ça, on soit obligé, et pour des raisons, fasse un pas en arrière. Ça, c'est des choses très utiles. Et la complémentaire santé aujourd'hui qui existe, qui permettent à des gens qui n'ont pas de mutuelle d'avoir une couverture complémentaire santé, soit totale, soit partielle, c'est des choses qui existent. Et moi, je suis toujours sidéré quand je vais à des réunions, pas qu'à l'ARS, à des réunions où j'ai des assistantes sociales, où j'ai des professionnels qui ne savent pas que la complémentaire santé existe, qui ne savent pas que la commission, la CCAS existe. Il y a une méconnaissance du champ et des compétences des uns et des autres. Apprenez à vous parler, apprenez à sortir de vos murs, vous aller vers, mais surtout, c'est se connaître et ce que l'on peut faire ensemble. C'est ce que nous, usagers, on essaie de pousser à chaque fois qu'on a un professionnel en face de nous, quel qu'il soit, lui dire vous faites ça. Mais, et puis, une dernière chose, puisqu'on est dans la prévention aujourd'hui, les gens qui sont diabétiques, j'ai découvert dernièrement, enfin je savais, les gens qui sont diabétiques, ils ont ce qu'on appelle le pied diabétique. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont des problèmes de pied, mais il faut qu'ils aient des signes, vraiment une altération de leur qualité du pied, donc qu'ils aient vraiment de l'artérite, pour que là, ils puissent rentrer dans le 100% diabétique. Je me suis dit, on marche sur la tête, puisqu'on sait qu'ils sont diabétiques. On sait qu'à un moment, ils vont avoir des problèmes de pied. Tout le temps qu'ils n'ont pas mal au pied, ils ne sont pas pris en charge à 100% dans le cadre du pied diabétique. Je me suis dit, il faudrait peut-être penser à ce qu'en amont, avant qu'ils aient des difficultés, peut-être les mettre dans le dispositif. Je suis un peu bête, mais je me dis de temps en temps, en prévention, c'est de faire avant que ça arrive. Voilà, je m'arrête là pour ce matin. Merci beaucoup. Vous avez tout dit. Allez-y, Madame Viekins. Bon, à part les derniers propos, je voulais de manière globale vous remercier sur quelque part la reconnaissance du travail du réseau de l'assurance maladie. Vous avez abordé beaucoup de choses, je vais rebondir que sur certains sujets. Déjà, rapidement parler de moi en vous disant que si je suis la directrice du CEPAM, de la CEPAM du Hainaut, et non pas ma collègue qui est pourtant présente, Valérie Adé, directrice de la CEPAM de la Seine, c'est parce que c'est l'ARS qui a invité l'assurance maladie à parler prévention, et je la remercie vraiment. Et moi particulièrement parce que je suis la directrice pilote régionale du pôle prévention. Et ça veut dire que nous commençons nous organisons de plus en plus, déjà en coordination régionale au sein de l'assurance maladie. Et par ailleurs, nous travaillons sur le thème qui nous occupe de plus en plus, n'est-ce pas Amandine, ensemble sur certains sujets, notamment par exemple sur le dépistage des cancers. On y est ensemble, mais on y est ensemble sur les territoires, en s'appuyant sur le réseau de partenaires. Amandine a cité les travaux liés, et le directeur adjoint aussi, sur le plan régional de santé. Je crois que c'est du jamais vu, mais sur les 26, c'est votre directeur général qui l'a cité, sur les 26 chantiers ouverts par ce PRS, sur 12, nous sommes en copilotage. Et là aussi, merci à l'ARS, l'assurance maladie est de nouveau et de plus en plus aux côtés de l'assurance maladie. Et Amandine l'a dit, il faut gagner en visibilité, et vous l'avez dit aussi. Sur les MSP, merci d'en avoir parlé, ça me permet de rebondir, parce que vous l'avez cité également,
sur les nouvelles activités portées par les professionnels de santé, quels qu'ils soient en dehors du médecin traitant, dans les MSP, pour qu'ils puissent bénéficier financièrement de notre soutien. Il faut qu'il y ait un axe fort prévention, à des actions de prévention adaptées au territoire. Hier, j'ai analysé le projet d'une MSP autour de Cambrai, où on voyait vraiment qu'il y avait une population diabétique beaucoup plus importante qu'en moyenne régionale, qui est déjà pas très bonne par rapport au national. Et de ce fait, j'ai été ravie de trouver une action dédiée à la prise en charge, enfin déjà une action sur le thème de l'alimentation, etc., mais aussi une meilleure prise en charge interprofessionnelle des malades du diabète. On peut aussi parler des CPTS, de cette coopération interprofessionnelle au-delà des maisons de santé pluridisciplinaires qui vont aller chercher aussi par exemple les établissements hospitaliers pour créer davantage de liens entre la ville et l'hôpital dans la prise en charge des patients. Sur Valenciennes, ils travaillent ensemble sur la détection des cancers cutanés entre la ville et les spécialistes que l'on trouve à l'hôpital et que l'on ne trouve plus en ville, les dermatos par exemple, etc., etc. Donc c'est une nouvelle forme d'organisation des soins qui est en train de se mettre en place. Très bien, on a le temps encore peut-être pour une intervention ou deux dans la salle. Allez-y. Qui a le micro? Moi, je vais écourter mon intervention. Okay. Je voulais parler des personnes vieillissantes et de leur bientraitance, mais je le ferai dans une autre table ronde. Et je voulais aussi parler du mot prévention et aussi du numérique. Alors voyez-vous, moi je vais vous donner l'occasion de faire de la vraie prévention pour dans 20 ans, pour pas qu'on refasse la même réunion dans 20 ans, ou peut-être avant d'ailleurs. Bon, des réunions sur la vue qu'on va plus avoir, des réunions sur eh bien, le numérique qu'on va non plus par rapport à des coupures qui vont être forcément intempestives et longues, eh bien, on va plus savoir écrire, etc. Donc, moi, je vais revenir sur le numérique et je vais vous dire que pour moi, le numérique, ça ne peut être qu'un outil parmi d'autres. Alors, je rejoins toutes les personnes qui en ont parlé et je suis en train de faire un dossier pour chaque membre du gouvernement, qu'il soit ministre, sénateur ou député. Parce que, si vous voulez, là, il y a eu le Covid. Ça a été aussi abordé par vous tous. Et effectivement, il y a avant le Covid et après le Covid. Et forcément que le numérique a pris une importance énorme. Pourquoi aussi? Parce que ça diminue du personnel. Et bien maintenant, il n'y a que du personnel pour le numérique. Et pas forcément pour recevoir les autres personnes qui n'ont pas le numérique. Et on assiste vraiment à une fracture numérique. Alors, pour faire de la prévention pour dans 15 ans, pour pas que nos successeurs parlent qu'il faudrait revenir à autre chose que le numérique, faisons de la véritable prévention. Ne tombons pas pieds joints dans le tout numérique qui arrange bien du monde parce que ça empêche des emplois, mais ça abrutit aussi des personnes qui rentrent chez eux et qui ont la tête complètement assommée. Et moi, je vous dis qu'il faut absolument garder les deux et que le numérique ne soit qu'un outil. Et là, on fait de la prévention par rapport à une fracture numérique qui va forcément avoir lieu. Merci beaucoup d'avoir dit cette chose importante. Tout le monde vous rejoint. Il y avait une dernière prise de parole, avant-dernière. Allez-y, présentez-vous. Je ne sais plus où est le micro. Voilà. Mais présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, je suis Elisabeth Corral, je suis représentante des usagers, donc RU, au conseil de surveillance de l'hôpital de Fourmies. Et je suis aussi présidente de la CDU de cet hôpital. Et je suis aussi à côté au GHT et au DAC. Mais au DAC qui est un petit peu en retard dans le Grand Hainaut
qui est le dispositif d'appui à la coordination dont on parle depuis tout à l'heure. Moi, je vais être courte dans ce que je vais dire. Je vais raccourcir, je vais être pied sur terre. À Madame Likens, je suis dans l'Avesnois, bien sûr, Fourmies. Donc, je rebondis sur les soins dentaires, les problèmes que vous avez évoqués. Bon, moi, je suis grand-mère d'une petite fille qui est en CP et l'autre qui est en maternelle. Et je m'aperçois que tous les jours, il y a un anniversaire à fêter et que les enfants sortent de l'école avec des paquets de bonbons à n'en plus finir. Donc voilà, peut-être que le médecin scolaire pourrait peut-être, au niveau de l'éducation nationale aussi, intervenir sur ces problèmes qui n'arrangent pas les problèmes dentaires des enfants. Bon, deuxièmement, voilà, je voulais venir aussi sur, en tant que présidente de la CDU et de RU, j'interviens beaucoup avec mes 3 autres RU, parce que nous sommes 4 RU cette année à Fourmies, et nous travaillons beaucoup avec la direction de l'hôpital, les représentants qualité, hein, et ça se passe très bien. Je pense qu'on nous écoute. On a la chance d'être connus dans notre région. Et si je pouvais demander aux instances d'aider les représentants d'usagers à se faire connaître quand ils ne le sont pas, pour qu'ils puissent avoir une parole plus respectée et plus prise en compte. Et avec l'hôpital de Fourmies, nous avons travaillé beaucoup sur des journées de prévention. Et nous avons fait récemment une journée de dépistage des troubles auditifs, où nous avons quand même réussi à avoir 100 personnes. Et nous, en tant que RU, nous sommes intervenus sur la radio locale pour parler de cette journée et des autres journées qui vont avoir lieu, pour inciter les personnes du territoire qui n'ont pas beaucoup de moyens de locomotion, qui restent encore très attachées à leur sud-avesnois, de pouvoir se faire dépister près de chez eux. D'autre part, on intervient aussi au niveau des RU sur la pérédance. Et nous mettons en place avec la direction, on travaille beaucoup là-dessus pour avoir des patients pérédants en psychiatrie. Ce qui serait quand même une très bonne chose parce que la psychiatrie est en grosse difficulté. On a beaucoup de patients qui restent hospitalisés alors qu'ils pourraient sortir, mais en étant aidés à l'extérieur, pouvoir avoir des repères extérieurs. Et les pères aidants seraient vraiment une très bonne aide sur le plan de l'hôpital. Et on fait aussi remarquer au directeur qu'il y aurait un résultat économique, puisque ça éviterait de garder des patients en hospitalisation et de pouvoir avoir d'autres patients qui seraient hospitalisés. On essaie par tous les moyens, on joue avec nos arguments. Mais toujours est-il que l'important, c'est la prise en charge du patient. D'autre part, ce que je voulais aussi aborder, c'est le problème des personnes âgées, très âgées, qui sont dans des services qu'on appelle USLD à l'hôpital, des unités de long séjour, qui sont des personnes malades qui ne peuvent pas être en EHPAD ou en institution. Ces personnes, bien souvent, sont abandonnées parce qu'on n'a pas de médecin suffisamment pour pouvoir s'occuper d'eux, et que comme ils sont très âgés et qu'ils vont bien sûr bientôt mourir, autant qu'il n'y ait pas de médecin. Voilà, je suis radicale, hein, c'est de l'humour noir que je fais, mais c'est quand même comme ça. Et moi j'ai 77 ans, je suis médecin retraité, et on m'a demandé si j'acceptais de m'occuper des personnes du SLD. Je trouve quand même qu'il y a quand même beaucoup de questions à se poser. Merci. Voilà, j'en finirai par là. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai vu monsieur lever la main. Monsieur à vos côtés. Ouais, monsieur. Et merci beaucoup. On conclura. Franck Roussel, donc médecin, et je représente ici le Conseil régional de l'Ordre des médecins. Et le constat, je vais faire court aussi, mais le constat sur le fait de demander aux médecins de travailler plus, je pense qu'on va droit dans le mur. Les médecins travaillent en moyenne 55 heures par semaine. Ils sont en souffrance, en réelle souffrance. Si on veut qu'il y ait plus de médecins, il faut donner l'attractivité au métier. Si on prend une population de 100 étudiants qu'on prend en première année, on regarde à 10 ans ce qui se passe, il y a à peu près 15% des étudiants qui auront abandonné durant le cursus, et c'est en train d'exploser ce chiffre. Et je suis très inquiet parce que dans la réforme des études de médecine, notamment sur le premier cycle, on fait revenir par des licences accès santé, par des mineurs, des étudiants qui malheureusement n'ont pas le niveau. Et on a constaté cette année, je ne sais pas si à l'université d'Amiens c'est pareil, mais des redoublements qu'on n'avait jamais eu. Et comme le triplement n'est pas autorisé, ce sont des étudiants qui ont
intégrer le quota, mais qui n'auront pas jusqu'au bout. Donc dire en 2030 ça va aller mieux, je ne crois pas du tout. Ce qu'il faut, c'est donner l'attractivité, parce qu'on a des médecins qui pourraient s'installer, mais qui sont rebutés par tout ce qui se passe actuellement et surtout par la charge de travail. Je fais partie de l'entraide à l'ordre des médecins et on n'a jamais eu autant de médecins en souffrance. C'est un réel problème, c'est un problème de société, on est d'accord, hein, mais voilà. Donc si on veut que les usagers soient bien soignés, il faut que leur médecin aille bien aussi et qu'il y en ait en nombre suffisant. Merci beaucoup d'avoir pris la parole, docteur. Professeur Gignon, peut-être pour synthétiser cette première table ronde avant d'aller participer au forum des initiatives et à la pause déjeuner. Une première table ronde déjà extrêmement riche. On a abordé de nombreux sujets avec des expériences variées et ce que je retiens, c'est la collaboration, le partenariat qui est vraiment, je trouve, le fil rouge entre toutes les actions qui sont actuellement développées. Et je pense qu'en termes de réponse, on va dire de prévention, une fois de plus, c'est le sujet de cette journée, je pense que c'est indispensable. On ne fait pas de prévention tout seul, on ne fait pas de prévention contre les gens, contre la population, on ne peut le faire qu'avec. Et donc là, d'avoir vu vos expériences dans l'éducation nationale, à la CPAM, au département, dans tous ces registres-là, et avec l'ARS bien évidemment, on est vraiment sur des dynamiques qui sont de plus en plus partenariales. Je pense qu'on peut aller plus loin encore. C'est vrai qu'en écoutant Maryse, je pensais aux parents et associer les parents d'élèves, alors ils le sont déjà de certains aspects, il y a peut-être encore des choses plus importantes, parce que il y a un sujet auquel je tiens, je l'ai déjà évoqué, ce sont les inégalités de santé. Les enfants, ils vont avoir un milieu favorable à l'école, très bien, c'est une bonne chose. Il y a un moment, ils rentrent chez eux. Et chez eux, ils ont des modèles. On a, dans le département de la Somme, je regardais les chiffres il n'y a pas tellement longtemps, on a la proportion la plus importante de la région d'enfants qui vivent avec un fumeur. Ça, c'est un modèle qui va les marquer profondément dans leur comportement personnel à l'avenir et dans leur représentation. Donc il y a aussi comment on peut réussir à faire le lien entre finalement ces environnements qu'on va créer à l'école. J'aimerais qu'on le crée au travail, et je rejoins mon confrère sur la qualité de vie finalement des médecins également, que ce soit à l'hôpital ou en libéral, cette qualité de vie au travail que l'on peut avoir dans nos institutions, mais comment aussi on peut la ramener chez soi. Et finalement, c'est comment on peut créer une société favorable à la santé, j'ai envie de dire beaucoup au-delà de ça. Et donc la démarche partenariale qui ressort de vos actions, à mon avis, elle est fondamentale. Il faut aller plus loin. Les élus locaux s'emparent de plus en plus, et je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'on a vraiment besoin à tous les niveaux, que ce soit au niveau des collectivités locales, départements, régions, d'avoir une implication forte, et je parlais tout à l'heure en introduction de santé dans toutes les politiques. Je pense que c'est en ayant conscience qu'on peut tous collectivement aller mieux, au sens physique, psychique, social, que l'on peut vraiment avancer. Alors ça peut paraître un peu utopiste, un peu hors sol, dit comme ça. Mais on voit que sur le terrain, vous arrivez à rendre ça très concret. Et donc je pense que c'est vraiment une bonne piste. Donc c'est déjà une première table ronde qui ouvre des belles perspectives pour la suite. J'ai hâte. Merci beaucoup, professeur. Alors, on peut l'applaudir, oui. Merci pour cette synthèse de première table ronde. Je vous invite à vous rendre salle Lafleur dans quelques instants pour le Forum des initiatives. Dans votre sac, remis ce matin, vous avez de nombreux documents très utiles avec de nombreuses coordonnées et également le programme de la journée où figure l'ensemble des partenaires, des associations qui vous attendent au forum. J'en cite quelques-uns, la MSA, le Conseil départemental de la Somme, France Alzheimer, etc., le planning familial, la Croix-Rouge, Aide-N, etc. Merci infiniment à toutes ces associations, à toutes ces initiatives qui vont vous être présentées. C'est également le moment ensuite de déjeuner avec le traiteur, c'est carte blanche, nous les remercions. Vous allez voir, c'est délicieux. Et on se retrouve à 13h30, s'il vous plaît, pour les deux autres tables rondes. À tout à l'heure.